Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov aujourd'hui est en face-à-face avec Hakim El Karoui, qui est normalien, agrégé de géographie, ancien conseiller du Premier ministre de 2002 à 2005. Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, il a été aussi senior philo de l'Institut Montaigne et présente son livre « Les militants du djihad » aux éditions Fayard. Alors effectivement, c'est une question et un problème très important depuis déjà des décennies. Et c'est une enquête passionnante, c'est une enquête très forte, a été menée avec l'aide de la Fondation Montaigne, dont vous êtes un des piliers, on peut le dire, Hakim El Karoui, avec Benjamin Odaillé et puis d'autres collaborateurs. Et vous avez fait un travail vraiment que je recommande à tous ceux que la question intéresse, aux éditeurs de Sud Radio et à tout le monde, parce que vous avez fait un travail vraiment, vous avez traité, comme on dit entre guillemets, 1460 djihadistes européens, dont une moitié de Français, de la période 2010 à 2020, enfin 2019 pour être tout à fait exact, et vous expliquez au fond, et c'est bien parce qu'on parle de djihadistes, d'islamistes, d'islam, etc., de salafistes, etc., et souvent c'est très mélangé tout cela. Vous avez parlé, et c'est intéressant parce que vous dites attention à la victimisation, mais attention aussi à l'angélisme. Vous arrivez à garder, ça me paraît très important, un équilibre essentiel, indispensable, incontournable, entre justement la tentation de tout excuser et la tentation de tout accepter et la tentation aussi de ne pas voir ce qui se passe. Et vous parlez de militants. Pourquoi militants, Hakim El Karoui? Bonjour André Berkov. Militant parce que le djihadisme, c'est une idéologie. Et c'est une idéologie au sens où c'est une vision du monde fondée sur une représentation ultra rigoriste de l'islam, une vision du monde fondée aussi sur la confrontation entre eux et nous, eux étant la France, mais au-delà de la France, l'Occident. C'est ça. Et l'Occident contre qui on est en guerre. C'est ça le djihadisme, et c'est ça la différence entre le djihadisme et l'islamisme. L'islamisme est aussi une idéologie, le djihadisme c'est la version armée d'une certaine manière. Oui, mais c'est quand même assez proche, non? Quelque part. C'est proche dans la représentation générale de ce que doit être le monde. La grande différence, c'est comment on fait pour y arriver. Les djihadistes, ils prennent les armes, par définition. Ils rejoignent des entreprises terroristes. Pour nous, des djihadistes, c'est les terroristes auxquels on pense, mais c'est aussi tous ceux qui ont voulu ou qui sont partis en Syrie. Mais au-delà de ça, donc c'est la volonté de prendre les armes contre un ennemi, et puis aussi pour propager, diffuser sa vision du monde, sa vision de la vie et sa vision de la mort. Et c'est là où ils sont forts d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a pas la barrière vitale d'une certaine manière. C'est que ils n'ont pas peur de la mort. Non mais c'est important. Ce que disait Mohamed Merah, c'est je veux réussir ma mort comme vous voulez réussir votre vie. Et Ben Laden qui disait nous gagnerons parce que nous aimons plus la mort que vous n'aimez la vie. Voilà, alors ça fait partie des idéologies totalitaires. On se souvient de Viva la Muerte et des fascistes espagnols. Ça donne une capacité d'action qui est sans limite, et face à ça, la difficulté qu'on a, notamment les démocraties, c'est qu'il faut respecter la règle de droit, un certain nombre de libertés, et qu'on ne peut pas interdire tout ce que l'on veut combattre, a priori. Mais alors justement, vous dites très très bien justement, et il faut le rappeler, parce que penser le contraire serait au mieux une imbécilité, au pire du racisme. Enfin, dire tous les musulmans ne sont pas djihadistes, c'est évident. Et quiconque dit le contraire, franchement, bon. Mais que répondez-vous à ceux qui vous disent mais tous les djihadistes sont musulmans? Oui, certes. Enfin, non. Des tautologies comme ça. Non, mais je vais préciser. En fait, vous avez dit très bien, le djihadisme concerne 0,5% des musulmans français. Oui, donc, à peu près. Ouais. Et on peut dire que 99,5%, et en tout cas, la grande majorité n'est absolument ni touchée par cela. Mais l'Institut Montaigne, dans lequel vous êtes, vous rappelez de cette enquête qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup de réactions avec l'IFOP en 2016, et vous dites ceci, enfin l'Institut Montaigne, l'enquête... C'était moi, hein, c'était mon travail. Ouais. D'accord, c'était votre travail. Alors, justement, vous dites 28% des musulmans français place, je dirais, les lois de la religion, la charia, avant la République. Enfin, en grosso modo, adhère assez, et adhère tout à fait sincèrement, et on peut comprendre, hein, après tout, chacun a légitimement son opinion. Mais justement, comment faire? Parce que c'est tout le sens de votre livre, enfin, vous décrivez, à la fin, on va parler des solutions, des pistes, mais comment faire pour que ces 28%, c'est presque beaucoup, c'est presque un tiers,
justement, ne soient pas tentés par passer à l'acte, ou en tout cas être tentés, disons, par l'action violente. Alors comment faire? Il y a les instruments classiques d'un système dans une société qui organise l'ordre public. La première chose, c'est à la fois la répression, et puis c'est la peur du gendarme, la peur de la prison. Mais ça concerne vraiment une toute petite partie, on en parlait, y compris des 28%. Dans les 28% où il y a beaucoup de jeunes, c'est là que se recrutent les djihadistes. Mais ça fait encore, dans l'ensemble des musulmans français, y compris des jeunes qui sont tentés par une affirmation identitaire de la religion, ça fait encore qu'une toute petite minorité. Fort heureusement, sachant que cette toute petite minorité, à la fin, ça fait quand même beaucoup de monde pour des projets violents et des projets terroristes. Comment on fait? Première chose à faire, c'est comprendre. Comprendre, c'est pas excuser. Comprendre, c'est nécessaire pour agir. Cette enquête, elle est fondée sur une approche quantitative du phénomène, statistique. Jusqu'à présent, on avait des avis, des opinions fondées sur 10, 15, 20 cas qu'on analysait, et puis en fonction de ses convictions, ses intérêts, sa lecture, on disait c'est ça le problème. Alors certains disaient le djihadisme, c'est à cause de l'urbanisme. D'autres, c'est à cause des discriminations. Les troisièmes, c'est à cause de la guerre en Irak. Les quatrièmes disaient le conflit israélo-palestinien, etc. Voilà, etc. c'est du nihilisme. Ou c'est la radicalisation de l'islam, version Gilles Kepel. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a laissé les interprétations de côté, on a regardé le phénomène vu d'en haut, en agrégeant statistiquement les données qu'on avait pu recueillir et en essayant de retracer les parcours. Donc, ce que ça montre, c'est... Alors, qu'est-ce que ça montre, justement? Ça montre un phénomène qui est, d'une certaine manière, extrêmement simple et infiniment plus simple que ce qu'on peut croire, vu d'en haut comme ça, parce que c'est toujours la même catégorie de personnes. Ce sont des jeunes, 25 ans de moyenne d'âge d'engagement, et là je ne parle pas de la France, je parle de l'Europe. Oui, parce que vous avez travaillé sur 4 pays à part... Voilà, la France, la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Oui. Ils viennent de milieux populaires, en général des grandes villes, pas forcément de banlieue, parce qu'il y en a un certain nombre qui viennent de l'intérieur des métropoles, ça dépend des pays, notamment en Belgique. Les quartiers pauvres sont plutôt à l'intérieur. Molenbeek est à l'intérieur de Bruxelles. Voilà. Bon. Par ailleurs, il y a aussi des Parisiens dans les djihadistes. C'est un peu fini, mais la filière des Buttes-Chaumont, c'était Paris. Bon. Donc, des jeunes qui viennent de quartiers pauvres, des métropoles, essentiellement, le djihadisme rural, ça n'existe pas, quasiment pas, qui sont... pour une majorité d'entre eux d'origine immigrée, notamment maghrébine en France, on est entre la moitié et 2 tiers, avec énormément de convertis. On est à 25-30% de convertis. 25 à 30% de convertis. Chez les djihadistes, et dans l'ensemble de la population musulmane française, l'enquête qu'on avait faite en 2016 disait on est à peu près 5%. Ça. Donc 5% de l'ensemble, et chez les djihadistes, 25-30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui rejoignent l'islam parce qu'ils rejoignent en fait un combat violent. C'est ça. C'est ça qui les intéresse. D'aventure, de vengeance et autres. Enfin, c'est pas que de la vengeance, parce que derrière, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une rupture spirituelle. Ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est un des grands résultats de l'enquête. Perte de repères, vous voulez dire? 90% des djihadistes ont connu une rupture spirituelle dans leur parcours. Soit c'est des convertis, ils ont changé de religion, s'ils en avaient une, soit c'est des musulmans, d'une certaine manière, ils ont changé d'islam. Ils ont quitté la religion de leurs parents. Ils ont dit, ça c'est une religion en fait de mécréants, de soumis, d'humiliés, puis c'est une religion traditionnelle, etc. Moi j'ai la vraie religion, et cette vraie religion, elle passe par la confrontation. Donc la rupture spirituelle, très 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 important. Dans des quartiers où il y a une très forte recomposition religieuse, pas seulement musulmane, il y a les évangéliques exactement dans les mêmes quartiers. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que ces jeunes djihadistes, ils viennent de quartiers qui sont travaillés par l'islamisme depuis longtemps, où il y a le tablir, les frères musulmans, les salafistes, etc. Et puis enfin... Ils sont établis depuis des décennies quand même. Depuis une trentaine d'années, il y a plusieurs vagues, etc. Et puis la dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de djihadiste s'il n'y a pas un recruteur, s'il n'y a pas un entrepreneur. Et cet entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? On a reconstitué les réseaux entre les individus, point à point. On voit qu'il a une capacité d'action à l'échelle de sa petite personne. Donc il va... Du quartier, quoi. Du quartier. 2, 3, 4 000, 5 000 personnes qu'il va pouvoir convaincre. Et c'est beaucoup.
Là-dedans, s'il en convainc 2 ou 3, en fait, c'est beaucoup. Ouais. Donc, vous voyez, c'est vraiment en entonnoir. Et après, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Mais c'est valable pour les djihadistes, c'est valable en général pour les jeunes tentés par l'islamisme. Au-delà du projet religieux, vous parliez des 28%, la charia, etc. Pourquoi ils mettent la loi religieuse avant la loi civile? Entre nous, c'est le cas de beaucoup de croyants. C'est vrai. Non, mais là, ça amène quand même à une pratique spéciale, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est en jeu, c'est plus que la religion, c'est l'identité. Donc, quand ils disent on met la charia, et la charia, pardon, c'est pas seulement couper la main des voleurs. Je sais bien. On met la loi. Non, la loi religieuse. En fait, l'idée, c'est mon identité, c'est musulman. C'est pas français, c'est pas fils de mes parents, c'est pas originaire de tel ou tel pays. Mon identité religieuse passe avant mon identité citoyenne, républicaine et autres. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Et cette identité, elle est universelle, parce qu'on a un discours général, et puis elle permet de se poser, en s'opposant. Et d'ailleurs, souvent, elle est articulée avec une identité locale, micro-locale même. Je viens de tel quartier, de tel bar d'immeuble, etc. Et donc, on a une collectivité imaginaire, imaginée universelle, et puis une appartenance micro-locale. Bon, et avec ça, on construit une identité, et là, il n'y a pas de place pour l'identité nationale. Française, c'est ce que je veux dire. Non, mais c'est très intéressant parce que effectivement, ça explique la chose. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a jamais eu. Mais est-ce que alors justement, de ce que vous avez constaté, parce que c'est en ça que votre enquête est tout à fait passionnante et vos conclusions aussi. Est-ce que vous avez constaté que ce milieu-là, au fond, on lui a jamais appris ce que c'était que la République ou que la France, quelque part? Est-ce que l'école a fait son boulot? Je dis pas ça pour faire des accusations, etc., transporter l'accusation, le procès. Mais est-ce qu'ils avaient une certaine idée de la France, comme disait un certain général, ou en fait pas du tout? Alors, ça dépend comment vous regardez et qui vous regardez. Si vous voyez que eux, vous dites, c'est pas possible, on a raté quelque chose. Et évidemment qu'on a raté quelque chose. Si vous voyez tous les autres, dites, bah oui, bien sûr que l'école a fait son boulot. Parce qu'elle a réussi à transmettre à la très grande majorité un sentiment d'appartenance. Et c'est pas que l'école, c'est la nation dans son ensemble. Et d'ailleurs, quand on dit la nation, qui fait l'intégration? C'est pas l'État. C'est pas une politique publique, l'intégration. Qui fait l'intégration? C'est la société. Oui, bien sûr. Donc c'est ceux qui vivent avec les enfants d'immigrés, avec les descendants d'immigrés, c'est les immigrés de cette génération qui vivent avec des immigrés d'une nouvelle génération, etc. Donc eux, ils ont fait le boulot. Ce boulot, ce qu'on voit, c'est qu'il marche dans une grande majorité des cas, mais dans certains cas, ça dysfonctionne complètement. Et un des sujets, pour que ça marche, dans le modèle français, il faut qu'on ait une minorité, une majorité. C'est ça. On parle souvent dans cette radio d'immigration. Moi, je regarde les chiffres de l'immigration. On peut dire il y a trop d'immigrés. Ce qu'on voit là, le sujet, c'est pas qu'il y ait trop d'immigrés, c'est qu'il y a une trop forte concentration. Je vous donne un chiffre qui est dans un autre travail que j'ai fait sur les quartiers populaires. En Seine-Saint-Denis, on est passé de 15 à 30% d'immigrés entre 1982 et 2015. Immigrés, c'est étrangers nés à l'étranger. En France, dans la même période, on est passé de 7,5 à 9,2. Et en Donc fait, c'est la concentration. En fait, si on regarde, toute la nouvelle immigration quasiment est venue en Île-de-France. Et en Île-de-France, et dans certains départements, Val-de-Marne, on est passé de 13 à 21. Paris 20 à 22. Ouais, c'est le nord-est de Paris. Et évidemment dans les communes pauvres. Donc évidemment qu'on crée des problèmes. Le président de la République dit on a créé notre propre séparatisme. C'est vrai. On va en parler tout de suite après les informations. On reste avec vous, Hakim El Karoui. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Et justement. puis un seul numéro pour vous, si vous souhaitez réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, les militants du GEAS, le portrait d'une génération. En fait, d'ailleurs, peut-être qu'on arrive à 2 générations maintenant. Quand je dis 2 générations, évidemment, c'est pas 20 ans qui les séparent. Mais justement, vous chapitrez votre livre et votre enquête, Hakim El Karoui, en 3 parties. Donc, il y a la partie 2000-2012. Ensuite, la partie 2012-2017, c'est le voyage en Syrie et ailleurs. Et enfin, 2017, le reflux vers l'Europe. Et qu'est-ce qui va se passer? En quelques mots, décrivez-nous. Alors, ça a commencé, disons, oui, un peu dans les années 2000 déjà. Vous ne mettez pas Khaled Kelkal et Lyon dans cette mouvance déjà? Non, parce que Khaled Kelkal, c'est encore le GIA.
c'est encore la guerre civile algérienne, exportée en France. Donc c'est pas du tout les mêmes ressorts. C'est de la politique interne d'une certaine manière algéro-algérienne, et c'est les réseaux algériens. Ce qui se passe dans les années 2000, c'est autre chose. C'est l'arrivée du salafisme en France. Le salafisme, c'est quoi ? C'est la version saoudienne de l'islam, pour faire simple, wahhabite, ultra rigoriste, et qui veut revenir aux origines même, et qui veut... Vous vous souvenez, il y avait un opus célèbre en France au 19e siècle, c'était l'imitation de Jésus-Christ. Et bien, le wahhabisme, d'une certaine manière, c'est l'imitation du prophète. Imitation au sens... 7e siècle, quoi. Voilà, on vit comme lui, on pense comme lui, on a les mêmes valeurs que lui, et d'ailleurs, au passage, on le divinise. Ce qui est tout à fait étranger à la théologie musulmane. La théologie musulmane, la vraie différence avec le christianisme, c'est qu'il n'y a qu'un corps divin. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas le Fils de Dieu. Il n'y a pas le Fils de Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu, et le prophète est le messager. Bon. Donc, les salafistes arrivent à ce moment-là, c'est d'abord considéré comme une secte à l'intérieur de l'islam, traditionnellement. Et quand ça commence à arriver en France, on a quelques prêcheurs, quelques prédicateurs qui créent des petits noyaux. On parle de quelques centaines, quelques milliers de personnes. C'est là que se recrute et qu'est formé Mohamed Merah, par exemple, à Toulouse, autour d'un imam qui vient des frères musulmans, mais qui a viré salafiste. Et là, il y a des associations qui se montent, qui sont Sharia for Belgium, Sharia for UK, Force Analysa en France, qui sont très agressives, mais qui en même temps ont pignon sur rue. Et puis, qu'on laisse faire à ce moment-là. Et qu'on laisse faire parce que, d'une certaine manière, on n'a pas peur, on ne comprend pas très bien. Bon, il y a déjà eu des attentats très violents en Europe, notamment en Grande-Bretagne. Et puis en Espagne. Mohamed Merah, son parcours, c'est un peu un archétype. Il part en Afghanistan, il passe en Irak, il revient, il est déçu. C'est un déçu du djihad à l'extérieur. Et il commet ses différents attentats en France, sur le théâtre français, sur des cibles symboliques. Au sens où c'est pas de la terreur de masse, c'est de la terreur ciblée. Et que l'antisémitisme le plus abject et le refus de l'intégration. Parce qu'il cible des jeunes Français militaires d'origine maghrébine. Et puis arrive la Syrie. Et il y a une jonction. La guerre civile en Syrie. La Syrie arrive avec l'État islamique, avec Daesh. Non, avant même. Commence fin 2011. Fin 2011, on a les premiers départs. Et qui part ? Les salafistes français, qui ont été formés, qui ont fait des cours de religion, qui ont fait des cours d'arabe. Certains sont partis au Yémen, en Arabie, en Égypte, au Caire. Et ils ont construit une capacité intellectuelle, d'une certaine manière, assez forte. Ils partent en Syrie faire le djihad contre Bachar. À une époque où les pays occidentaux font la guerre à Bachar. Disent qu'ils vont faire la guerre à Bachar. Et où il y a plein de groupes djihadistes qui sont financés par l'Arabie, par le Qatar, mais aussi par des pays occidentaux, tout simplement parce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je rappelle, Fabius, le Front Al-Nosra fait du bon travail. Bon, et on ne savait pas très bien. Donc ils partent dans ce contexte-là. Et puis il y a une deuxième vague. C'est qu'en 2014, juin 2014, l'État islamique. Avec l'État islamique, il y a un projet, là qui devient un projet djihadiste global, avec surtout le génie marketing d'al-Baghdadi, qui est « je réinstaure le califat ». Il n'a aucune capacité à dire « je suis le calife ». Non, mais le califat, c'était le califat. Bon, voilà. Il fait rêver. Il y a une eschatologie du Cham, de la Syrie dans l'islam, comme nouvelle terre de conquête, etc. Et là, il y a une deuxième génération qui part, avec des gens plus jeunes, moins formés sur le plan religieux, qui en fait vont servir de troupes. Et les premiers qui sont partis, les salafistes, où il y a énormément de convertis, eux, ils ont servi d'encadrement. Donc il y a ces deux générations-là. Et puis il y a le reflux depuis 2017-2018. Après l'écrasement de l'État islamique. Voilà. Alors il y a toujours des inquiétudes sur est-ce que l'État islamique ne va pas se recomposer en Irak plus qu'en Syrie d'ailleurs. Mais maintenant, quand on regarde l'avenir, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les effectifs de djihadistes potentiels ont été multipliés par 10. Aujourd'hui, on en a 1300 en prison, et suivi par les services, le FSPRT, le fichier, etc., on est plutôt à 10 000. C'est 10 fois plus que... Vous voulez dire 10 000 djihadistes qui seraient en France ? Qui seraient en France potentiels. Potentiel, oui, potentiel. C'est ça, d'accord. Enfin, potentiel, c'est-à-dire déjà identifiés.
Oui, c'est ça. Parce que, déjà fichés. Ouais. C'est pas des gens qu'on ne connaît pas. Non. Dire, non. C'est ça. Et là, il y a 2 scénarios. Enfin, il y en a même peut-être 3. On va commencer par le scénario optimiste. Ouais. La mode s'estompe. Parce qu'il y a une dimension de mode au sens de comportement grégaire d'une certaine catégorie de population. A priori, il y a malheureusement assez peu de chance. Ouais. Deuxième scénario, qui lui est en marche, donc ça on est sûr en fait, c'est ce que j'appelle le djihad idéologique. C'est la salafisation des esprits musulmans. C'est la diffusion de la norme salafiste qui ne va pas s'imposer à tous les musulmans, mais, et c'est vraiment le danger, à la mesure de laquelle vont se mesurer les uns et les autres, en disant le meilleur musulman, c'est le salafiste. Et dans cette diffusion, préfère les lois de la religion aux lois de la République, etc. Mais pas n'importe quelle loi de la religion. Mais les lois, oui, les lois fortes, les plus extrêmes, c'est ça. Les plus imaginaires, par ailleurs les plus rétrogrades, puisqu'il s'agit de revenir à un comportement du 7e siècle en Arabie. Ça, c'est le djihad idéologique. C'est pas un djihad violent, mais qui se répand. Qui se répand à l'évidence et qui, par ailleurs, peut avoir dans ses marges une conséquence violente. Le Tchétchène qui a assassiné Samuel Paty, il est dans ce système-là. Parce qu'il vit dans un environnement salafiste. Et puis, il y a la republication des caricatures, etc. Il y a l'acte du Pakistanais dans les anciens locaux de Charlie. Et visiblement, le Tchétchène se dit, je suis appelé pour venger le prophète. Et puis, il y a l'acte à l'église. Ça vient après. Donc, ça, c'est le deuxième scénario, le djihad idéologique. Et puis, il y en a un troisième, qui est le plus inquiétant, qui est la recomposition des groupes avec des réseaux. Je vous dis, tout est fondé sur des réseaux. Les vieux réseaux des quartiers, mais aussi les réseaux de la Syrie, puisqu'on a des gens qui ont fait la guerre ensemble, d'une certaine manière. Ouais. Et puis maintenant, on a les réseaux des prisons. Ouais. Et ça, les trois ensemble, ça fait des liens qui peuvent être très forts. Et là, on peut imaginer, de façon assez crédible, un groupement armé. Mais avec un théâtre qui ne sera pas le théâtre au Levant, non, qui pourrait être un théâtre européen. Donc, peut être raisonnablement optimiste, quoi. Enfin, voire même assez inquiet, et avec une urgence absolue qui est la prévention, le désengagement. Et pour ça, on a parlé de la répression tout à l'heure, évidemment, la peur du gendarme, la peur de la prison, mais ça suffit pas. À partir du moment où il y a une dimension idéologique, cette idéologie étant fondée sur une certaine lecture de la religion, il ne faut pas avoir peur d'utiliser le contre-argument religieux. Et jusqu'à présent, vous dites ça, vous discutez déjà au sein de la religion, religion contre religion presque. Mais parce que une très grande partie des arguments sont des arguments religieux, fondés sur de la jurisprudence, une lecture, je dirais pas erronée, parce que moi je juge pas d'une certaine manière, mais partielle. Une lecture rigoriste, partielle, purificatrice, etc. Oui, je vous donne un exemple sur l'antisémitisme. On dit il y a de l'antisémitisme dans le Coran. On lit, on prend un verset, on coupe, et puis on dit, bah voilà, regardez, ça c'est antisémite. C'est lié à quoi? Oui. Bon, vous êtes un excellent arabisant, et les auditeurs apprécieront. Il faut le mettre dans le contexte. Le contexte de la révélation, c'est quoi? C'est le prophète qui quitte la Mecque pour Médine et qui essaye de faire une alliance avec les tribus juives de Médine. Il pense qu'il va y arriver, il échoue. Il n'est pas content. Et il écrit. C'est dans le Coran, voilà. Donc, non, mais vous dites, qu'est-ce qu'on prend du Coran, en fait? Qu'est-ce qu'on prend? Comment on le met en perspective? Et c'est là où le débat est religieux. Parce que la lecture littéraliste du Coran, qui forcément est tronquée, parce qu'on va toujours prendre un verset plutôt qu'un autre, va entraîner des esprits qui sont souvent des esprits un peu faibles, vers un certain type de comportement, en se disant, je suis sur la bonne voie, djihad, c'est la voie sur le chemin de Dieu, je suis sur la bonne voie, et par ailleurs, il y a un environnement qui est créé, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que dans les mosquées, beaucoup plus que par les imams, c'est les prêcheurs qui comptent. Les prédicateurs en français... les imams sont pas mal, certains imams salafistes quand même. Ils sont pas mal, mais... Il y a eu quand même des choses assez fortes, vous le savez. Sur les réseaux, mais pas dans les mosquées. Pour une raison simple, les mosquées sont contrôlées. Les réseaux ne le sont pas.
Et donc l'endoctrinement, il se fait beaucoup plus sur les réseaux que sur les mosquées. Et pour une raison simple, c'est que les jeunes, ils écoutent, ils sont sur le réseau, ils sont plus que le vendredi à 13h à la mosquée. Donc le contre-discours, le discours alternatif à l'intérieur de l'islam, il est absolument essentiel. Bien sûr. Et il est peut-être, pour le moment, je ne dirais pas tragiquement absent, mais il n'est pas assez développé. Et vous le dites, on va en reparler. Et on va reparler à Hakim El Karoui avec les auditeurs de Sud Radio. Et en tout cas, c'est vraiment un livre que je recommande parce que c'est un livre qui fait l'enquête et qui dit des faits. On va rappeler d'ailleurs le titre de ce livre, Les militants du djihad des éditions Fayard. Et puis on va aussi, pendant qu'on y est, vous rappeler le numéro de téléphone pour nous joindre, le 0826 300 300. Évidemment, réagissez, venez poser des questions à notre invité Hakim El Karoui. Vous pouvez aussi revenir sur tous les autres sujets du jour. La génération identitaire, donc groupe qui va être dissous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous comprenez? Et puis cette déprogrammation assez soudaine du téléfilm avec Richard Berry, qu'est-ce que vous en pensez? Là aussi, on vous attend à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, c'est à vous, chers auditeurs, de nous joindre, de nous appeler, de parler à André Berkov et son invité Hakim El Karoui. Tout de suite, on donne la parole à Pierre qui nous appelle de Bédarieux. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour André. Alors moi je vous aime bien, non pas parce que vous êtes, parce que je vous connais pas, mais parce que vous faites. C'est pour ça. Merci. Voilà. Alors je voulais parler de la différence entre le temporel et le spirituel. Oui. Parce que la République, maintenant la religion catholique par exemple a des commandements, mais si vous ne les respectez pas, vous serez sanctionné dans une autre vie. Bon, ça me dérange pas. Mais la charia, vous êtes sanctionné tout de suite. Vous voyez, si vous volez une pomme, on va vous couper la main si vous voulez. Donc, ils ont des préceptes que si les gens ne le font pas, paf, ils sont sanctionnés tout de suite. Et ça me dérange, surtout que si ces préceptes-là, on les met aussi aux autres, qu'on appelle des mécréants et qu'on oblige. Moi, je ne suis pas catholique, mais ça ne me dérange pas. Les commandements que j'ai lus quand j'étais au catéchisme me dérangent plus du tout, parce que la sanction... Personne ne vous oblige à les pratiquer, quoi, c'est ça. Voilà, la sanction est spirituelle, c'est-à-dire que vous serez glorifié ou sanctifié en fonction de vos actes. Bon, chacun le voit, ça ressemble un petit peu à la philosophie grecque, en quelque sorte, ou plein de choses comme ça. Mais ce qui est terrestre, c'est terrestre, et point barre, c'est les hommes entre eux qui font la loi terrestre. Ça n'a pas à être quelqu'un... Et c'est ça qui me gêne. Ça me gêne pas que les gens aillent prier dans les mosquées, tout ça, ça me gêne pas du tout, ça. Mais c'est le temporel et le spirituel, cette distinction que l'Église catholique a fait déjà au Xe siècle, cette distinction-là. Parce qu'avant, quand vous étiez... Le suicide est interdit dans l'Église catholique, et quand vous vous suicidez, vous allez en fausse commune. Bon, maintenant, c'est plus possible, ça, parce que l'Église... Vous le dites, Pierre, en fait, le grand problème, c'est la non-différence entre le temporel et le spirituel. Voilà, c'est ça. Tout est... Voilà. Hakim El Karoui, justement, on parle beaucoup justement, on dit que l'islam régit, vous le dites d'ailleurs dans le livre, régit une société, une manière de vivre, une société du matin au soir, et sort au matin, enfin l'islam, en tout cas l'islam, si on veut l'appliquer. Alors, comment effectivement, est-ce que cette notion du temporel et spirituel, comment elle peut s'appliquer et de quelle façon ? On peut répondre de deux manières, soit de façon théologique, soit de façon, on va dire, sociologique. Et je vais vous répondre de façon sociologique, parce que je pense que il y a pas de débat. Vous prenez la majorité des musulmans en France. Ils sont musulmans par rapport aux autres. Ils sont plutôt plus croyants, plus pratiquants que les catholiques, enfin que ceux qui se disent catholiques. Ils vivent comme les autres. Ils n'ont pas de problème de hiérarchie des normes. Ils n'ont pas de problème de quelle est la loi de César et quelle est la loi de Dieu. Donc, le problème, c'est pas l'islam. Le problème, c'est une certaine lecture de l'islam par un groupe qui d'ailleurs n'est pas organisé, qui a une vision essentialiste et globale. Et c'est assez tentant quand on est religieux. C'est pas du tout spécifique à l'islam. On parlait du catholicisme. Non, mais toutes les religions ont connu à un moment donné cela. Les dieux et les œuvres, enfin le Dieu, il aime bien aussi regarder les œuvres, pas seulement dans la vie spirituelle, y compris dans la vie temporelle. Donc ça a évolué
parce que la place de la religion a évolué dans les pays occidentaux. Et d'une certaine manière, on a oublié ce que ça pouvait être. Mais c'est pas consubstantiel à l'islam versus le catholicisme ou dans le judaïsme. La pratique, l'orthopratique, elle est absolument essentielle. Absolument. Bon. Sauf que, effectivement, aujourd'hui, disons que c'est beaucoup plus spectaculaire et vu. C'est plus spectaculaire et surtout, c'est organisé dans la confrontation. Avec une idée, non pas d'imposer sa loi à tout le monde. Les islamistes en France ne veulent pas prendre le pouvoir. Ce n'est pas le cas dans les pays musulmans. En France, ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le pouvoir sur leur vie et éventuellement le pouvoir sur les autres musulmans, à qui ils veulent imposer un certain nombre de règles et de normes. Et pour ça, ils veulent que la société s'adapte à eux plutôt que eux ne s'adaptent à la société. C'est ça le débat qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est pas un sujet d'islam en tant que tel, l'islam avec un grand I, etc. C'est une pratique dans un moment et avec une vision idéologique qui est projet contre projet. Donc, ça veut dire, si on vous suit, et encore une fois, on ne fait pas de jugement moral là-dessus, mais si je suis, disons, très pratiquant, ou je pratique un rigorisme, un islam rigoriste, je voudrais qu'on me laisse, moi, et que la société, que la République ne m'oblige pas à des choses que je n'ai pas envie de pratiquer. Que ce soit, vous en parlez aussi, que ce soit le problème des femmes. Vous en parlez d'ailleurs très très bien. À un moment donné, je voudrais juste lire, c'est au début de votre livre, et voilà, vous dites ceci, à propos toujours des 28%, vous dites par exemple, les 28%, la fameuse enquête de l'Institut Montaigne, 28% des musulmans français ont adopté un système de valeurs qui, sur bien des points, place de la religion dans la société, rapport aux non-musulmans, statut de la femme notamment, est en contradiction avec le système de valeurs républicain majoritaire. C'est ça le problème. Et il est posé. Vous le posez. Il est posé et puis il est revendiqué. Et revendiqué, c'est ça. Il est pas, leur but n'est pas de s'organiser discrètement de leur côté, en petite communauté. Non. Oui. Là, il y a une dimension d'affirmation et même plus que ça, de confrontation. Et pour certains d'entre eux, c'est les djihadistes, prennent les armes pour se défendre d'une certaine manière, parce qu'ils considèrent que la société les agresse. Ah oui, c'est ça. Bon, donc c'est ça c'est ça la clé, le nœud. De ce qui crée le djihadisme et cette génération. Clémence. Alors, on retourne au standard. On va donner la parole à Samy qui nous appelle de Mitri Mori. Bonjour Samy. Oui, bonjour Samy. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Bertrand. Merci de me donner la parole. Je vous en prie. Moi, j'appelle pour interagir sur, à propos de l'islam de France. Donc, pour moi, en fait, il y a un problème en France, c'est que les musulmans, ils sont pas mis en avant sur la scène politique. C'est-à-dire, expliquez. Oui. Vous voulez dire, du coup, on n'arrive pas à comprendre ce que sont les musulmans, les véritables musulmans de France. Et il y a toute une amalgame qui est faite sur les musulmans de France, sur la charia, sur... Moi, je suis musulman, honnêtement, des fois, je ne m'en retrouve pas. Hein. Franchement, quand j'écoute les médias, j'ai du mal à trouver ma place. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, essayer de comprendre. Vous voulez dire sur la représentation des musulmans, mais est-ce qu'il n'y a pas musulmans et musulmans? Est-ce que, vous savez, comme partout, tous les musulmans ne sont pas, je veux dire, semblables. C'est des êtres humains. Et moi, ça m'embête quand on dit les musulmans. Il y a des musulmans comme il y a des juifs, des chrétiens, etc. Hein, vous êtes d'accord? Ah oui, je suis d'accord, complètement. Voilà, mais je crois que c'est ça le plus important. Complètement, bien sûr. Ah oui, il ne faut pas généraliser, hein. C'est clair et net. Hein. Bien sûr. D'accord. Hakim El Karoui, par rapport à... Oui, dans ce que dit Samy, moi ce que j'entends, c'est que quand on parle d'islam, il faut accepter la complexité. Parce que comme vous le dites, il n'y a pas les musulmans, ça n'existe pas. Il y a des musulmans. D'ailleurs, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas de sentiment d'appartenance commun, ils n'ont pas d'organisation commune. Et dans les médias et dans le discours politique en général, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne dit pas cette complexité. Parce qu'on veut opposer. De part et d'autre, oui, absolument. Donc on polarise, il y a les pour, les contre, il y a ceux qui pensent que les musulmans sont des victimes de la société, et puis il y a ceux qui pensent que les musulmans sont des adversaires de la société. Bon. Et puis ils se parlent entre eux, mais à aucun moment, en fait, ils s'interrogent sur c'est quoi la réalité. Et moi, le travail que j'essaye de mener, notamment avec l'Institut Montaigne, vous parliez du rapport sur les musulmans de 2016, ou de celui-là, on donne des faits et des chiffres. On essaye de comprendre, et ce qu'on voit, c'est c'est compliqué. C'est compliqué, c'est divers. La réalité est compliquée. Voilà, et en fait, ce qu'on voit chez les musulmans, c'est qu'il y a une divergence de plus en plus forte
entre ceux qui s'intègrent et puis ceux qui échouent. Ou ceux qui ne veulent pas s'intégrer. Ou ceux qui ne veulent pas s'intégrer, ceux qui sont dans une logique de confrontation, etc. Ouais, et les autres, en fait, qui sont en train de devenir des Français comme les autres, qui par ailleurs ne se sentent pas concernés par le sort de ceux qui veulent pas, ceux qui sont en confrontation. Et non seulement ils se sentent pas concernés, mais ils veulent surtout n'avoir aucun lien avec eux. Ce qui à la fin pose un problème, parce que pour mener la controverse religieuse, on a besoin de musulmans, c'est pas l'État qui va le faire. Bien sûr. Et on a besoin de musulmans un peu engagés, un peu militants de la modération. Et le problème, c'est que les militants de la modération, en général, ils sont rarement modérés. Voilà. Vous voulez dire qu'il n'y a pas assez pour vous, Hakim El Karoui, d'ailleurs vous le dites dans votre livre, il n'y a pas assez de débat à l'intérieur du monde musulman, parce que ceux qui sont intégrés disent bon, moi c'est pas mon problème, qu'on me foute la paix avec ça, quoi. Oui, c'est ça. Modo, ouais. Ça. Et puis ils disent mais attendez, vous nous dites qu'il faut que notre religion disparaisse de l'espace public. Et puis, dès qu'il y a un attentat, il faut qu'on condamne en tant que musulman. Alors, expliquez-nous, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut dépasser cette contradiction en disant il faut agir quand on est musulman, mais en tant que Français. Parce que ce qui est en jeu, c'est la cohésion du pays. Oui, on peut être en tant que Français musulman, il n'y a pas de problème. Oui, enfin, voilà, mais il ne faut pas le faire. C'est pas parce qu'on est assigné à résidence en tant que musulman. Mais là, il y a une confrontation. La confrontation, elle est quand même essentiellement à l'intérieur de l'islam. D'abord, tout à fait. C'est le grand enjeu, un des grands enjeux du monde contemporain. Et puis après, il y a une confrontation entre cette partie de l'islam dissidente et puis le monde occidental en règle générale, et notamment la France. Avec ce sentiment qu'il y a une cinquième colonne, qu'il y a des gens dangereux. Et le pire, c'est que ce n'est même pas des étrangers. Puisque là, ce dont on parle, 94% des djihadistes qu'on a étudiés sont français. Mais 90% sont nés en France. C'est tout le problème, vous le savez, et juste là-dessus, c'est qu'ils sont nés en France, ils sont français, bon, c'est le droit du sol, et très bien. Sauf que moi, on a tous vu des images, c'est qu'eux ne se sentent pas français. Je parle des djihadistes. Non seulement ils ne se sentent pas français, pire, ils sont en guerre. Et si le djihadisme, c'est une guerre. On a vu les images de ceux qui brûlaient leur passeport, leur carte d'identité en arrivant en Syrie ou en Algérie d'ailleurs. Bien sûr. Allez, vous continuez de nous appeler 0826 300 300. L'islam de France, c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. Eh bien, on vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous êtes justement très nombreux à réagir au 0826 300 300 au livre et aux propos de notre invité Hakim El Karoui. Je rappelle son livre d'ailleurs, Les militants du djihad aux éditions Fayard. Et on va aller à Montrouge pour donner la parole à Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour Clémence, bonjour André, bonjour Monsieur El Karoui. J'appelle parce que je suis en désaccord sur plusieurs points évoqués par Monsieur El Karoui, mais je ne vais en retenir que deux, qui sont la rupture qu'il a évoquée. La rupture entre quoi et quoi quelle rupture vous parlez? La rupture pour certains musulmans dans la religion, la pratique, etc. D'accord. Et pour certains individus qui se sont convertis à l'islam, donc une rupture spirituelle. D'accord. Donc ce point, avec le point qui est celui de développer une contre-argumentation. Alors, très rapidement, je sais que vous avez vécu quelques années au Liban, André Berkov, c'est un point commun. Et vous avez peut-être entendu durant votre séjour là-bas ce slogan en arabe qui disait « Al-Islam din dunya wa dawla ». Donc l'islam est religion, monde et État. Et ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que il y a une pensée qui s'est développée avec de nombreux penseurs musulmans comme Sayyid Qutb, Hassan el-Banna, Mohammed Ilyas al-Kandalawi, etc. Le fondateur des frères musulmans, Hassan el-Banna. Voilà. Et puis au Pakistan aussi, Jamaat islami, etc. Et il y a eu une revivification de l'islam. Les pétrodollars aidant à partir du milieu des années 70 avec les deux crises pétrolières, l'Arabie Saoudite a envoyé des prédicateurs pour enseigner le vrai islam. Et ceux qui pratiquaient un islam, je dirais, à partir de la foi du charbonnier, en se limitant uniquement aux 5 piliers de l'islam pour faire court, on est arrivé pour leur dire un jour, attendez, non, ce que vous faites, c'est pas le vrai islam.
Et voilà ce qui est écrit dans votre texte sacré, voilà ce que les grands chers, et on va remonter jusqu'au 9e siècle, parce que vous pensez, et peut-être vous savez, que les notions de djihad et d'islam ont été déjà développées depuis le 9e siècle. Depuis longtemps, oui. Le salafisme est né avec Ibn Hanbal au 9e siècle et a été développé par la suite sur les siècles qui se sont écoulés. Donc, nous avons en face de nous des tonnes d'ouvrages et de pages qui ont été rédigés dans ce sens-là. Et ils ont leurs arguments et ils les trouvent dans déjà le texte sacré. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment, même en contextualisant, on pourrait éventuellement développer un contre-discours. Je n'y crois pas. Hakim El-Karoui. Je pense que votre auditeur connaît bien le sujet. Je pense qu'il démontre exactement l'inverse de ce qu'il dit. Il dit bien que c'est une lecture qui a des racines historiques. Il y a très longtemps. Voilà. Le djihadisme, il a été théorisé vraiment en Afghanistan. À Peshawar, c'est à partir de 79. Non, mais la notion du combat pour ça est bien antérieure. Enfin. Bien sûr, mais c'est un débat interne à l'islam depuis le début. Et le sujet, c'est aussi comment on vit dans la société et la relation entre la politique et la religion. Ce qu'il faut savoir, souvent on se trompe, on croit que dans le monde musulman, la religion a le dessus sur la politique. C'est totalement faux. Et ça a toujours été le cas. Il n'y a qu'un cas spécifique, c'est la théocratie iranienne, où des religieux ont pris le pouvoir politique. Sinon... Alors l'Arabie Saoudite, c'est une théocratie quand même, non, l'Arabie Saoudite, c'est un accord, c'est un deal. Entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais c'est un deal initial, mais les politiques ont pris le dessus sur les religieux. Après, ils font attention. Bah oui, quand même. Mais ils respectent, écoutez, la police, etc. On respecte les lois, quand même. Mais aujourd'hui, Mohamed Ben Salman, quand il donne le permis de conduire aux femmes, il y a 50 fatwas qui l'interdisent, et puis du jour au lendemain, il y en a une qui vient, qui dit, évidemment, c'est nécessaire. Vous voulez dire, on peut changer ça, c'est ça. Les politiques en Arabie Saoudite ont pris le pouvoir sur les religieux. La famille Saoud a pris le pouvoir sur la famille Abdel Wahab, parce qu'en fait, c'est des héritiers. Donc, il y a ce débat-là, mais qui est un vieux débat partout sur la place du religieux versus le politique. C'est le débat du gallicanisme. C'est le débat du roi de France. Sauf qu'il est posé là en termes quand même autrement plus forts en ce moment. Plus fort aujourd'hui, mais parce qu'on a aussi oublié. On a oublié ce qu'était le pouvoir politique de la religion. On a oublié l'histoire de France. En fait, ce que vous dites, Hakim El-Karoui, c'est qu'on est dans une totale manque de concordance des temps. Oui, exactement. Moi, je crois pas au clash des civilisations. Je vois le clash ou le clash des temporalités. On n'est pas dans les mêmes moments. Nous, on est dans un moment en Occident où on est en train d'oublier ce qu'est une religion. Dans le monde musulman, certains ont revivifié la religion pour en faire un projet global. Et face à une question qui est une belle question, qui est quelle est notre modernité ? Qui est une question posée par la rencontre, d'ailleurs avec la colonisation. C'est là où on peut faire le lien avec la colonisation. L'islamisme, c'est quoi ? La renaissance musulmane du 19e siècle, c'est des religieux qui disent « nous ne voulons pas être comme les Occidentaux » et nous avons compris que nos traditions religieuses nous ont emmenés dans le mur, qui est le mur étant la colonisation. Et là, il y a deux réponses qui sont données. Il y a la réponse moderniste, Mohamed Ali en 1830 en Égypte, mais Bourguiba c'est pareil, Atatürk c'est pareil, ils disent il faut qu'on fasse finalement comme l'Occident. Et puis il y a la réponse religieuse qui dit il faut qu'on réinvente notre religion. Contre l'Occident. C'est la Renaissance. Bien sûr. Au début, c'est pas contre, c'est avec les outils. Ouais. Et on est fasciné par l'Occident, et puis ça mute, et ça devient contre, notamment parce qu'il y a un projet politique contre la colonisation, et puis il y a aussi un support idéologique avec l'Arabie Saoudite. Donc il y a ce moment-là. Je crois que l'essentiel, vous l'avez dit, c'est vraiment la guerre des temporalités. Oui, parce que nous, on a connu ça, mettons, au 14e, 15e, 16e siècle, 21e siècle, c'est plus ça du tout. Et oui, mais regardez, la loi 1905, c'est quoi ? C'est la République qui se défend contre l'emprise de l'Église. Oui. Mais attendez, contre la République. Oui, mais je vais vous dire, la solution a été totalement différente de celle qui est appliquée au Moyen-Orient. C'est-à-dire au Moyen-Orient, et vous l'avez dit vous-même, les politiques font avec les religieux et ils mènent leur truc. En revanche, en 1905, les catholiques ont été chassés. Enfin, je veux dire, la religion, le clergé a été physiquement chassé. C'est la grosse différence. Y compris des églises. Et on a fait l'inventaire, et d'ailleurs, au passage, l'Église catholique n'a pas respecté la loi de 1905.
Oui, mais tout à fait. Et on profite aujourd'hui pour ne pas avoir à financer la réflexion des églises. En même temps, vous voyez, c'est-à-dire que si vous voulez, en fait, César est passé avant Dieu. Oui, parce qu'il y avait un combat. Parce qu'il y avait un combat politique. Oui. Pour savoir qui a le pouvoir. Et donc au Moyen-Orient, il n'y a pas ce combat politique. Il est géré d'une autre manière. La politique soumet le religieux. Ouais. Et ici, on a une minorité, on a une minorité de rebelles d'enfants d'immigrés qui disent nous, on fait de la politique avec notre religion. Et d'ailleurs, c'est une façon de s'affirmer nous, parce qu'on affirme notre identité, notre place, notre spécificité face à une société qui, quand même, nous donne le sentiment de nous rejeter. C'est ça le débat. Oui, sauf que nous voulons imposer, nous, une société que la majorité de sa société ne veut pas. Et c'est pour ça qu'il y a un clash. C'est pour ça qu'il y a de la violence. Et c'est pour ça qu'il y a de l'angoisse aussi dans la société qui dit mais qui sont ces gens? En plus, nés en France, on leur donne tout. Ouais, et la liberté, l'égalité, la fraternité. Ils nous crachent dessus. Bon, mais il faut comprendre, c'est ça qui est en jeu. Non, il faut comprendre et il faut faire ce qu'il faut faire. Vous avez tout à fait. Non, tout le problème est là. C'est où on met le curseur et comment on agit là-dessus. Clémence. Allez, la conversation continue et vous aussi, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous continuez de nous appeler, d'être très très nombreux au standard et vous avez bien raison, au 0826 300 300. On donne la parole à Alain qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette émission. C'est toujours passionnant avec vous, de toute façon. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Merci. Moi, je voulais intervenir sur l'islam parce que je trouve, c'est un avis personnel, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que en islam souvent le problème et qui rend un petit peu les gens agressifs aussi dans leurs revendications, c'est le caractère inculte d'un certain nombre de... C'est pas péjoratif, je le dis pas avec animosité, mais caractère inculte d'une grande population qui d'ailleurs, à mon avis, ça c'est une question de pouvoir sur les gens, c'est entretenu par un certain nombre d'imams, savamment entretenu justement pour maintenir les gens sous justement cette animosité. Mais quand vous étudiez l'histoire de l'islam, c'est-à-dire du système politique qui inclut cette religion, ça n'est pas une religion l'islam, c'est un système politique, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et ça a été pris en main par des tendances, des dynasties aussi bien persanes que arabes, que turcs, etc., égyptiennes et tout. Et moi, je prendrais juste un exemple pour tous les jeunes en fait des banlieues qui se croient autorisés un petit peu à critiquer les chrétiens, les juifs et tout ça. Je prends l'exemple des Fatimides. C'est une dynastie en Égypte, votre invité connaît certainement. On les retrouve au 10e, 11e siècle et ils se revendiquent du prophète par les liens du sang. C'est-à-dire qu'ils ont une importance particulière, c'est-à-dire Fatimide, ça vient de Fatima, la fille du prophète, et ils se revendiquent par les liens du sang, donc ils pensent qu'ils sont plus importants que les autres, effectivement, mais ça peut être intéressant, justement, ce sont les descendants du prophète. Et eux, au 10e, 11e siècle, ils gouvernent, ils partagent le pouvoir avec les juifs et les chrétiens. Donc ça, je voudrais que ça serait bien que les gens, effectivement, qui ne connaissent pas du tout, qui se disent « Oh, on est musulmans », mais qui ne connaissent absolument rien de leur histoire des musulmans, intègrent ces choses-là. Ça les rendrait déjà peut-être un petit peu moins dans l'animosité. La deuxième chose que je voudrais dire, j'en aurais terminé avec ça, deuxième chose que je voudrais dire, c'est j'ai entendu moi-même des fois, des gens qui se sentaient beaucoup plus algériens que français, tout en étant nés ici. Je peux comprendre ça, je peux comprendre cette recherche de racines. Et des fois, ils disent nous les Arabes, les musulmans, les Arabes, les musulmans. Et je voudrais rappeler, et là je m'appuie sur un de vos invités jadis, qui était Bernard Lublan, qui a souvent fait des conférences que j'ai suivies d'ailleurs sur ces choses-là, cette histoire du Maghreb. C'est passionnant. Mais je voudrais rappeler à tous ces jeunes des banlieues qui se revendiquent comme algériens, je voudrais leur rappeler, s'ils m'entendent, et je pense qu'il y en a un certain nombre, de leur dire que leurs origines, ce n'est pas des origines arabes, ce ne sont pas des arabes, ce sont des berbères, et qu'en ce qui concerne les musulmans, ils ne sont pas non plus musulmans, leurs ancêtres. Ils ont combattu les musulmans. Ils ont été soumis. Ils ont été soumis par les Arabes à l'islam, et ils ont bien été obligés parce qu'ils étaient vaincus, mais ils se sont rebellés aussi bien quand ils sont montés en France, puis ensuite en 740, ils se sont rebellés aussi contre l'islam, mais ils ont été des combattants contre les musulmans.
Non, mais vous faites très bien de rappeler toute l'histoire. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement, mais c'est vrai qu'il faut rappeler tout cela. Vous parlez des Fatimides, vous parlez des Berbères, mais aujourd'hui, peut-être ce n'est pas seulement, mais on va demander son avis à Hakim El Karoui, ce n'est pas seulement à court de mémoriel qu'on fera, mais c'est comment aujourd'hui régler le problème, parce que ça demande effectivement de faire des cours d'histoire, c'est très très bien, mais d'amener les gens à se dire on est français, on est ceci, on est cela, c'est aussi très important. Hakim El Karoui. J'y venais, si vous me permettez, je termine juste sur ça. Oui, allez-y, parce qu'on a... Allez-y, mais faites vite. Oui, mais... Voilà. Oui, je vous écoute, Alain. Je termine juste sur ça, j'en avais terminé sur le problème actuel. Et c'est-à-dire que moi, je suis partisan de ne pas faire de l'islamisme radical et du djihadisme une idéologie, mais d'une maladie mentale. C'est-à-dire que quand vous êtes séduit, et là je parle en tant que psychologue, quand vous êtes séduit par des images sur Internet de gens qui égorgent et qui vont faire le djihad pour ça, à mon avis, ça relève de la maladie mentale et pas du tout de l'idéologie. D'accord, Alain. Hakim El Karoui. Alors, sur le dernier point, non. Je suis désolé, mais non, c'est pas une maladie mentale, au sens où il y a une construction idéologique derrière. Après, il peut y avoir des individus plus ou moins fragiles qui vont... Mais... Ça existait partout, ça. Oui, mais les chefs, c'est pas des malades mentaux. Ceux qui ont rejoint l'État islamique en 2015-2016, les gamins qui faisaient des jeux vidéo, oui, ça existe. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils souffraient vraiment de maladie mentale. Ils étaient probablement pas très malins. Mais il y a des gens très malins derrière. Et puis, je vous dis, il y a une vision du monde. Après, sur les Fatimides et tout ça, enfin, sur l'identité, oui. Algérien avant d'être français, arabe avant d'être français, oui. Moi, je pense que parmi les questions que cet enjeu majeur, qui est l'islamisme en général et le djihadisme en particulier, la question qu'il y a derrière, c'est comment on fabrique des Français. Et qu'est-ce que c'est qu'être Français aujourd'hui ? Je pense que c'est ça la question. Vaste programme. C'est ça la question la plus intéressante. Et quand on voit qu'on n'arrive pas à transmettre cette identité à des jeunes qui sont nés en France, français, et pour certains dont les parents étaient déjà nés en France et français, puisqu'on est en 3e génération, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi on n'y arrive pas ? Alors on va dire, c'est parce qu'ils veulent pas s'intégrer. Ok. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On va dire c'est la faute de l'école. On va dire c'est la faute des politiques. On va donner plein de raisons. Mais on trouve pas la réponse. Et je pense que c'est un signe de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est d'abord c'est quoi être français, c'est des valeurs, c'est une histoire, c'est un sentiment d'appartenance. Mais tout le monde ne le partage pas. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas, pardon, parce que vous posez la question, juste un mot là-dessus, et là ça dépasse effectivement l'islamisme ou le djihadisme, c'est qu'on n'enseigne plus même la fierté d'être français. Quand je dis la fierté, je dis pas je suis français, c'est magnifique, je suis mieux que les autres. C'est pas le problème du tout. C'est que je dirais le mythe de la France, enfin pardon, un discours que le général de Gaulle aujourd'hui, ce serait accueilli comment? Rien du tout. C'est-à-dire, par exemple, quand Pompidou disait le général de Gaulle est mort, la France est veuve. Aujourd'hui, disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a quand même, alors là, c'est général, une espèce de termitisation, de désagrégation de ce point de vue-là. Parce que la société a changé. Parce que les valeurs ont changé, parce qu'il y a une volonté d'affirmation de puissance des individus, et face à ça, il y a le narcissisme des petites différences, dont parlait Freud déjà dans Malaise dans la civilisation. Face à ça, en fait, on ne sait plus très bien ce qui est commun. C'est ça, c'est le commun qui a disparu. Voilà. Mais et en même temps, on le sait aussi, parce que quand il est attaqué, on sait ce qui est attaqué. Quand il y a les attentats, on sait ce qui est attaqué. Et finalement, il y a un grand sursaut national. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve admirable, c'est qu'il n'y a pas de sentiment de violence ou de vengeance. Il n'y en a pas eu. Non. Non, c'est vrai. Donc, y compris parce que ce qui est attaqué d'une certaine manière est supérieur et ne mérite pas la petitesse de la vengeance. C'est vrai, mais... Il y a du sacré. Ce que je veux dire, c'est que dans ce qui est supérieur, moi, je crois beaucoup à l'idée qu'il y a du sacré républicain. Que Régis Debray diffuse et quand on regarde, je sais pas s'il est très partagé ce sacré républicain. Mais regardez la façon dont ça a été construit. Même je prends l'architecture, la géographie parisienne. Il y a la place de la Concorde, qui est assez centrale, y compris dans l'histoire de la Révolution. D'un côté, vous avez l'église de la Madeleine.
Puis de l'autre côté, vous avez un autre temple républicain, l'Assemblée nationale. Vous regardez la façade des deux bâtiments, c'est la même. Il y a la façade politique, républicaine, et puis il y a la façade religieuse. Et au milieu, il y a la place de la Concorde. On a guillotiné le roi, d'ailleurs. On a guillotiné, qui est un lieu central de la Révolution française. Ce qu'on voit bien, c'est que on diffuse plus le sacré religieux, sauf les musulmans d'une certaine manière. Pas que les musulmans, disons, il y a les évangéliques. C'est eux qui sont le plus forts, là. Mais en fait, on ne sait pas diffuser non plus le sacré républicain. Du tout. Le sacré républicain, c'est ce qui élève, c'est ce qui est au-dessus, au-dessus précisément de la loi individuelle, la loi commune. Donc en fait, on a ce débat-là, qui est un grand débat de société, qui est un débat occidental en fait, qui est dans la société des individus. Qu'est-ce qui nous reste de commun? Et on se dit, les Américains, ils réussissent mieux parce qu'eux, ils ont l'amour du drapeau pour tout le monde. Et ils ont l'amour de l'American Way of Life ou du rêve américain. Il existe en tout cas, on n'aime pas, mais il existe. Voilà, et ça fédère. En France, on voit bien qu'il n'y a pas le rêve républicain. On en parle. Les discours politiques, j'en ai écrit, sont truffés de références à la République, mais c'est une incantation aujourd'hui. Absolument. Elle n'est pas vécue. Elle n'est pas vécue, elle n'est pas transcendantale. Elle ne transcende pas les individus. Et là, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut qu'on le réinvente. Alors, vaste programme et vaste boulot, comme disait le général. Allez, on va donner une dernière qui attend depuis longtemps, la pauvre Yamina qui nous appelle d'Ivry. Bonjour Yamina. Bonjour Yamina. Bonjour André, bonjour à votre invité. Je voulais d'abord vous féliciter pour cette émission et puis dire combien les travaux d'Amin Al-Karoui, je lirai sa nouvelle enquête volontiers comme j'ai lu celle de 2016. Néanmoins, je suis en désaccord avec lui sur la première phrase qu'il avait, sur la première chose qu'il avait dit, pour considérer le djihad comme étant idéologie et mettre. Moi, je suis très, je me pose beaucoup de questions sur les frontières qu'on veut mettre entre le djihad, l'islamisme et l'islam. Moi, je considère le djihad comme étant le bras armé de l'islamisme et rien d'autre. Voilà, c'est une finalité. La finalité, ça ne veut pas dire que tous les islamistes se basculent, mais néanmoins, il y a cette probabilité, chez certains, une probabilité très forte. Mais on ne peut pas dissocier de l'islamisme et on ne peut pas dissocier l'islamisme de l'islam. Beaucoup de vos auditeurs l'ont rappelé, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais tout de même, ces islamistes justifient leur prêche par des textes qui existent, par des textes qui existent dans la tradition musulmane, dans le Coran, mais dans les hadiths. Donc, moi, je me pose la question si la solution, c'est de tarir justement cette idéologie, c'est de mettre fin à cette idéologie qui est prêchée effectivement en ligne, mais qui est prêchée aussi dans certaines mosquées. Il faut le dire, il faut être honnête. Et je ne suis pas d'accord aussi sur le fait qu'il n'y ait pas un choc de civilisation. Je suis plutôt persuadée que le choc, on est plein dedans parce que il faut être honnête aussi. Il faut être honnête aussi. L'islam, ce n'est pas juste la foi. Bien évidemment, c'est la foi et beaucoup sont dans une pratique tout à fait paisible de leur foi et c'est très bien. Et on veut revenir à ça, mais c'est aussi une loi. C'est une loi qui régit les actes des musulmans dans le moindre de leurs actes est régi. Donc comment faire? D'abord tarir cette idéologie et arrêter ce choc d'évilisation qui va nous mener, bien évidemment, je ne le souhaite pas. Et puis je vais abonder dans ce que vient de dire en dernier lieu Monsieur Amin Al-Karoui. Oui, il faut une nouvelle transcendance parce que pour ces jeunes, justement, leur transcendance aujourd'hui, c'est un retour à l'islam le plus fondamentaliste, le plus archaïque. Il faudrait une nouvelle transcendance. Et la transcendance, c'est la France, c'est l'histoire de France. Il faut vraiment qu'ils se sentent appartenir à la France. On vous a entendu, Yamina. Très bien, Yamina, et c'est vrai, elle vous parle de l'histoire de France. C'est vrai que recherche transcendance désespérément. C'est vrai qu'il faut dire les choses de ce point de vue-là. Et il y a un combat, et vous l'avez dit. Et je voudrais juste, je voudrais finir avec ça, à Hakim El-Karoui. Moi, je voudrais lire le dernier paragraphe de votre livre, parce qu'il me paraît fondamental. Il est dès lors de la responsabilité de la société civile musulmane de s'investir sur la question. La responsabilité est donc partagée entre l'État et les musulmans. L'État doit cesser de considérer que son action s'arrête dès lors qu'il rencontre des arguments religieux. La laïcité
par l'inaction qu'elle justifierait en matière de désengagement djihadiste par le religieux, ne peut être un obstacle à la sécurité nationale. Les musulmans, et singulièrement les institutions musulmanes qui prétendent les représenter, doivent impérativement cesser de considérer que le djihadisme, ce n'est pas l'islam, car c'est une branche malade de l'islam contemporain, que l'on peut combattre en insufflant chez ses turiféraires et chez ceux qui l'ont adopté un élément fondamental, si français et pourtant parfaitement universel. On n'en a pas parlé à Hakim El Karoui, mais c'est bien qu'on y arrive. Le doute. Le doute, ce remède à l'ignorance, cet antidote au fanatisme, cet espoir de la nation. Descartes, au secours de la France, attaquée pour le djihadisme, rêvons un peu. Eh bien, rêvons beaucoup. Bien, merci en tout cas Hakim El Karoui. Je rappelle donc le titre de votre livre Les militants du djihad aux éditions Fayard. Et puis André Berkoff, on se retrouve demain à partir de midi avec l'historien François Kersaudy pour d'autres aventures. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission en YouTube, sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Vous aurez aussi évidemment Sud Radio qui continue. Et là aussi, vous pouvez prendre la parole dans l'émission de Brigitte Lahaye au 0826 300 300. La question du jour pour elle, la pénétration, est-ce le rôle de l'homme ou le rôle de la femme, avec le sexologue Philippe Parlin. À tout de suite.